J'hésite entre ces deux jeux, lequel vous me conseillez? Attendez voir. Celui-là. Vous êtes sûr? Non, tout à fait sûr. Vous pouvez me faire confiance. Hé hé hé, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Après presque 2 mois d'absence, je reviens devant la caméra et je te dis bonjour Antoine. Salut Alice. Ah, ça va après tout ce temps sans moi? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. On a survécu à ton absence. Oui, je sais, les réserves étaient affreuses, mais je suis là, je suis de retour. Alors, on va commencer tout de suite avec une petite semaine, voilà, une petite semaine de sortie, quelques réassorts, c'est vraiment très tranquille. Du coup, on a pris bien notre temps pour vous présenter une super avant-première qui sera à la toute fin de la vidéo, qui est l'extension de route. Trop cool. Voilà, mais maintenant on commence les vraies sorties. On va commencer par Sixième Sens ou Sixth Sense. Voilà. Sixième Sens, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans et de 30 minutes. C'est par Robert Brouwer. Voilà, c'est un jeu assez simplement de plis. Voilà, le dos est peu parlant, mais en fait c'est un jeu assez simple. C'est un jeu de plis où vous allez prédire au début de la partie le nombre de plis que vous voulez gagner, que vous pensez pouvoir gagner. Et vous allez parier ça avec les cartes que vous aurez en main, donc avec les chiffres que vous avez en main. Donc déjà, vous ne pouvez parier qu'avec les chiffres que vous avez pioché au tout début dans votre main. Donc déjà ça va être limité. Et bien ensuite vous gardez cette carte face cachée devant vous pour attester que vous ne mentez pas à la fin de la partie, et vous allez lancer le jeu de plis, voilà, avec atout, etc. Le gros twist, c'est qu'il y a des cartes spéciales dedans, il y en a plusieurs qui vont vraiment faire des retournements de situation. Par exemple le 6 peut être aussi un 9. Si vous lancez un pli avec un 8, vous avez le droit d'aller regarder une des cartes de pari justement d'un autre joueur pour savoir combien il voulait gagner de plis. Donc voilà, vous allez vous arranger pour gagner ou perdre des plis en fonction. À la fin d'un tour, vous allez révéler ce que vous aviez parié, et si vous y arrivez, tant mieux, vous gagnez des points, et si vous y arrivez pas, la différence, par exemple vous aviez misé sur 14 et vous avez gagné que 12 plis, et bien vous perdez 2 points. Voilà, ça va être ça, c'est assez simple, mais ça renouvelle un peu le jeu de plis. Voilà. Super. Donc c'était Sixième Sens. Maintenant nous allons continuer dans les jeux d'ambiance, mais très ambiance. Hein. Là ça s'appelle No Filter, voilà. Confidence, révélation et franche partie de rigolade. En vrai c'est pour les filles, enfin c'est pour les filles, c'est leur message. Ok. Après c'est ouvert, hein, vous faites ce que vous voulez. C'est à partir de 18 ans quand même, parce que c'est un peu osé, olé olé. C'est pour 2 joueuses ou joueurs minimum et autant que vous voulez. C'est un jeu assez simple, vous allez avoir une personne qui va lire une affirmation, on va dire. Par exemple, là l'exemple c'est niveau épilation, je suis plutôt, et elle va lire les 3 réponses possibles. Par exemple, ticket de métro, intégrale, pas un poids sur mon petit caillou, ou forêt vierge, circuler, il n'y a rien à voir. Donc je vous avais dit 18 ans et plus. Et là, toutes les autres joueuses ou joueurs, faut que j'arrête de genrer, tous les autres joueurs vont avoir des cartes pour répondre à quelle réponse serait la plus proche ou la meilleure pour la joueuse active. Donc par exemple, vous connaissez votre copine ou pas en se disant elle fait plutôt ticket de métro, ok, alors que l'autre non, je pense pas, et vous allez mettre ça face cachée, et ensuite on va révéler. Celles qui ont réussi à trouver la bonne réponse de la joueuse active gagnent des points. Voilà, et en fait c'est surtout du brise-glace, et plus que brise-glace quand même, on est au niveau supérieur, mais pour bien connaître vos copines et copains. Voilà. Ok. C'est des questions assez osées et intimes, hein. Attention, hein, vous allez découvrir des trucs sur vos proches. Hein. Voilà, ça c'était No Filter. On va enchaîner avec une réédition d'un jeu qu'on nous demandait vachement et qui est enfin revenu, Mo. Voilà, Mo Access cette fois, de Bruno Catala et illustré par Bonnie, qui est pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans, et c'est des parties d'environ 15 minutes. Mo, c'était un jeu
de cartes à la base où il fallait récolter le moins de mouches possible avec vos vaches. En fait, voilà, vous êtes des fermiers et vos vaches. Là, c'est exactement le même jeu, mais pourquoi ça s'appelle Access? Parce qu'ils l'ont revisité pour qu'il soit accessible aux aveugles et malvoyants. Donc, pourquoi? Parce que chaque chiffre va avoir son chiffre en braille, ici, donc bon, je sais pas si on le voit, en tout cas on le sent, hein, c'est le principal. Et ici, c'est des chiffres en très fort relief, et même qui ont un relief aussi. Ok, Voilà, et qui ont des couleurs très contrastées. ok. Voilà, exprès. Donc, le but du jeu, comme je l'ai dit, pour ceux qui connaissent pas Mow, c'est de récolter le moins de mouches possible qui seront, comme vous le voyez, avec vos vaches. Elles aussi, elles sont en relief pour qu'on puisse les compter juste en les touchant. Elles sont toujours en bas à gauche. Donc là, il n'y a qu'une seule mouche, ça va, elle est pas trop sale cette vache. Le premier joueur va mettre la petite flèche devant lui avec la flèche qui pointe vers la gauche, parce qu'au début on va jouer en sens horaire. On aura chacun 5 cartes de vaches qu'on aura piochées au hasard dans la boîte ici, et les cartes vont de 0 à 16. Voilà. Le premier joueur va mettre en route une vache, il va la poser au milieu, 7. Le prochain joueur, donc il repioche toujours hein, pour en avoir 5. Le prochain joueur a le droit soit de poser une vache plus petite et il la posera à gauche, soit une vache plus grande et il la posera à droite. Imaginons le prochain joueur, je ne sais pas, il fait ça. Et au bout d'un moment, bah forcément, on va arriver au maximum ici, avec 16. Oh, bonjour, monsieur Catala. Il est là. Oui, Catala fermier, il fait tous les métiers. Ou alors on peut arriver à un 0 ici. À un moment, si quelqu'un ne peut plus poser de cartes, parce qu'il est bloqué, il n'a pas les bons chiffres, on est carrément à l'extrémité, il va récupérer toutes les vaches dans son étable, donc avec les mouches. Mais la petite subtilité, c'est que un joueur peut aussi décider de ne pas jouer, même s'il le peut, il peut décider de récolter cette étable-là, parce que il peut minimiser, par exemple, c'est plein de vaches qui ont peu de mouches. Okay. Vous allez forcément récupérer des mouches, donc le but c'est de minimiser ça. Après, vous allez avoir quelques vaches qui ont des pouvoirs spéciaux. Par exemple, la 9 et la 7, c'est des cartes qui vont se mettre en parachute par-dessus les vaches qui ont le même numéro dans la file. Donc ça ne marche évidemment que pour la 9 et la 7. Donc vous pouvez vous débarrasser de vaches comme ceci. La X, c'est la vache aveugle. Elle peut s'interposer exceptionnellement entre deux vaches. Elle ne va pas forcément en extrémité. Okay. Voilà, donc ça vous permet de refourguer vos vaches. Voilà, une manche se termine dès que quelqu'un a réussi à se débarrasser de toutes ces vaches. Et on va donc compter les mouches sur nos vaches qu'on aura eu dans notre étable. Voilà, c'était Mow, avec les petits points de victoire qui sont des petites vaches, des petites mouches qui puent. Et il a été très bien repensé, je trouve, les couleurs sont cool, très voyantes hein, du coup. Et malheureusement je ne connais personne de malvoyant ou aveugle, donc je ne sais pas ce que ça donne, mais ça a l'air bien réfléchi pour. Oui, ça a été réfléchi avec des personnes déficientes visuelles, et on ose espérer que ça fonctionnera très bien pour eux, moi j'en suis persuadé. Voilà, et donc on est très content de revoir Mow en boutique maintenant. Un grand, oui, il est là au sommet de la montagne. Gloomhaven, ça fait quoi? Ça fait un an presque? Je sais pas. Quasiment. Ça fait presque un an. Ouais, un bon 6 mois, ça c'est sûr. Ouais, ça me paraît une éternité. Bon, Gloomhaven, le grand jeu Heroic Fantasy hyper immersif qui va mélanger jeux de rôle, jeux vidéo, avec des systèmes de sauvegarde. Enfin, il y a tout dedans, plus immersif, vous mourrez. C'est, voilà, chacun son héros. En coopérative, vous vivez une aventure, vous le faites évoluer. C'est hyper immersif et très personnalisé, c'est-à-dire que c'est pas linéaire. Vous choisissez, vous faites votre histoire. Donc, ça va être votre aventure. C'est super cool. Il faut y mettre du temps, hein, parce que c'est une vraie série. Hein, c'est une série. Ça me prend des heures, mais c'est génial. Donc voilà, vous pourrez maintenant profiter de cette aventure. On continue avec un autre retour en stock, qui est Minecraft. Lui, en vrai, je crois que je l'ai pas vu depuis Noël dernier. Hein. Pareil, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-ci. Ouais. Bon, David sera très content de le revoir, puisque c'est un de ses petits coups de cœur en famille. Voilà, donc Minecraft, jeu familial de récolte de ressources et de construction, en fait, de maisons sur votre petit plateau. Ça reprend vraiment le thème de Minecraft, et c'est bien retranscrit, je trouve. Surtout, ça, c'est une grosse originalité. C'est comme ça que vous allez récupérer des ressources, et vous les prenez sur ce cube que vous allez déconstruire au fur et à mesure. Et donc, quand vous prenez un cube, vous laissez apporter et accessible d'autres cubes, d'autres couleurs à votre adversaire ou à vos adversaires. Donc voilà, c'est un très bon jeu familial. Super. On est très content de le revoir, vous nous le demandez souvent. Donc voilà, je vais laisser la place à mon assistant. Ouais. Hello monsieur. Salut. Qu'as-tu à nous montrer?
Bonjour, bonjour, bonsoir, bon joueur, bonne joueuse, toujours important de le dire celui-là. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien parce que Paper Dungeons vient d'arriver. Un super jeu de roll and write pour ceux qui connaissent un peu le très futé, qui aiment bien aussi One Deck Dungeon, parce qu'il y a des dés, et c'est un peu dans l'univers. Regarde cette magnifique fiche Excel, n'était pas merveilleuse. Alors, En vrai, c'est très lisible. ouais, faut pas s'y fier, c'est quand même un donjon qui est quand même super bien fait. Il y a beaucoup d'icônes, mais une fois que vous avez compris l'iconographie dans ce jeu, ça va tout seul. J'avais déjà expliqué dans une fin de vidéo, j'avais bien pris le temps de montrer tout le matériel, mais là je vais vraiment essayer d'être très synthétique, notamment sur la mécanique qui est très sympa, où tu vas pouvoir filmer ici ces petits dés de différentes couleurs, donc vous en avez des noirs et des blancs. Et ce qui est hyper malin en fait, c'est qu'au début de la partie, vous allez choisir un donjon. Donc c'est cette carte là en fait, le donjon, vous avez un petit texte qui vous écrit ce qui se passe dans le donjon, et notamment en gras, vous voyez les boss qu'on va devoir rencontrer. Donc là, la momie, l'élémentaire et l'hydre. Ils sont là. La momie se cache, mais ils sont là. Exactement, ils sont tous là. Hop. Et ici, vous avez la mise en place. C'est ça qui est génial en fait, c'est que vous allez, chacun des joueurs du coup va avoir un petit bloc de score comme ça, et on va réécrire les chiffres des boss correspondants dans les cases qui sont indiquées sur le plan, ainsi que les murs dessinés en noir que vous reportez sur votre grille. Une fois qu'on a fait ça, le jeu va pouvoir commencer, et au début de la partie, vous allez avoir chacun une petite carte qui va vous indiquer comment marquer des points de victoire propres à votre partie, et ça il y en a plusieurs dans le jeu. Et surtout en tout, ce qui est important, c'est d'indiquer en fait avec les couleurs noir et blanc, quels sont les dés qui sont affectés, enfin qui sont utilisables par les classes de héros. Ici on voit que le guerrier et le mage sont blancs, donc ils n'utiliseront que les dés blancs, alors qu'ici le clerc et le voleur que les dés noirs. Ça c'est hyper important, et on va le reporter comme ceci, je te laisse filmer là. Ici on va griser tout simplement les carrés correspondant à la carte que je viens de vous montrer. Une fois qu'on a fait ça simultanément, les joueurs du coup vont lancer les dés, donc on lance les dés pour tout le monde. Et là, du coup, on a plein de choses possibles, notamment sur les différentes phases de dés, on a tous les symboles indiqués par les classes. Donc on a le voleur, on a le clerc, et on va avoir le guerrier, le magicien. Les crânes, c'est dangereux parce que ça fait des dégâts, mais je reviendrai tout à l'heure sur la fiche. Le trèfle à 4 feuilles, c'est un joker, et quand vous avez 3 petits pas, c'est le déplacement dans le donjon. Alors je reviens sur la fiche ici. En gros, au-dessus, vous allez avoir des emplacements. 3 petites cases, ce sont les 3 chiffres qu'on voit sur les dés que vous allez noter. Par exemple, si j'utilise le dé qui est numéroté 0 pour me déplacer dans le donjon, je l'indique ici. Après, je pourrais activer le 9 et après, je pourrais activer le 8 par exemple. Donc toujours 3 dés à chaque tour. On va avoir 3 premiers tours, puis ensuite le premier boss à vaincre, puis 3 autres tours, puis le deuxième, puis 2 derniers tours pour vaincre le 3e boss. Ce qui va se passer, c'est que on va avoir ici par exemple une grille, donc quand je sélectionne un dé, mettons du guerrier, je peux l'utiliser pour monter d'un niveau. Donc, par exemple ici c'est monter un niveau, donc là c'est ma fiche de héros, et je peux par exemple utiliser un dé du coup blanc de symbole guerrier pour griser la première case ici, et du coup monter un niveau. Quand je monte les niveaux de mes personnages, je vais me reporter sur la fiche de points de vie ici de mon groupe. Au début les 4 premières cases sont grisées, puisque mes 4 héros sont au niveau 1, donc ça fait 4 points de vie. Dès que j'améliore un héros, j'augmente le point de vie correspondant. Vous risquez de prendre des dégâts pendant la partie, et les dégâts ils sont ici. Donc vous grisez les dégâts quand vous les prenez. C'est important de garder cette jauge là au-dessus des dégâts, parce que si jamais vous mourrez, parce que c'est possible de mourir dans le jeu mais vous n'êtes pas éliminé, donc dans ce genre de cas je meurs parce que j'ai atteint voire dépassé ma zone de PV, je vais cocher la résurrection, la case résurrection, et je perdrai moins 9 points. Et ouais, ça coûte cher la résurrection. Oui, c'est pas gratuit. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite zone pour construire des artefacts. Donc là pareil, vous avez des dés, alors soit noirs, soit blancs, peu importe, mais parfois pour l'épée du guerrier, il faut du guerrier. Pour le sceptre du magicien, il faut un des magiciens. Et à chaque fois, c'est un dé, une case. Donc dès que j'utilise un dé, je coche une case, il en faut 2 pour posséder le pouvoir de l'artefact. Je rentre pas trop dans le détail pour les pouvoirs, mais ils sont tous vraiment géniaux et tous très intéressants, tant pour le déplacement de donjon que pour les sbires, que pour les boss. Ici par contre, on a 4 derniers artefacts qui demandent juste des dés, mais peu importe, ça c'est des dés, peu importe la face, noir ou blanc, on s'en fiche. Ça peut faire des points de victoire, ou alors ça peut faire ici des potions. Très malin les potions, on va arriver juste en dessous. Vous verrez, il y a plein de petites cases partout, c'est génial. Les petites cases ici, ce sont des potions que vous allez pouvoir justement créer. Donc on le voit ici, petit récap, c'est hyper bien fait. Un dé de n'importe quelle couleur me fait 2 potions. Donc dès que j'utilise un dé, hop, je le marque, et hop, je colorie pour avoir 2 potions. Les potions, il faut les comprendre un peu comme des boucliers. Si je dois prendre des dégâts, je peux les prendre directement sur mes potions. Voilà. Tout simplement. Voilà, si je me fais couper le bras par un monstre, je bois une potion, il repousse en même temps, je n'ai rien senti. C'est tout à fait possible. Ici, on avait une case spéciale notamment pour le déplacement de 3 cases, c'est le chiffre 0 sur une phase de dé, mais on peut également se déplacer de 2 cases avec n'importe quel dé.
L'intérêt de se déplacer, vous avez ici une énorme fiche ici de donjon, c'est là où il y a les salles, et on voit ici, il y a déjà des tracés qui ont été faits sur des parties précédentes, et donc du coup, grâce à des bots, je peux me déplacer de 2, ou de 3, ou de 4, ou de 5, ça dépend de combien de déplacements je veux faire à mon tour, mais globalement, si j'utilise un dé n'importe lequel, je me déplace de 2 cases, donc je peux très bien me déplacer, faire un déplacement, et le deuxième ici. Qu'est-ce qui se passe quand j'avance dans le donjon? Parfois, je peux rencontrer des sbires. Chaque sbire va avoir son némésis en termes de héros. Donc ici, le gobelin, il affronte le voleur. Si vous voulez vaincre un gobelin, il faut être un voleur de niveau 3. Si jamais vous l'attaquez avec un voleur de niveau 1, vous faites la différence entre le niveau demandé et le niveau que vous avez. Votre voleur est de niveau 1, on demande un niveau 3, vous perdez 2 points de vie. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir, si vous avez vaincu le sbire, tout simplement cocher cette petite case-là qui fait des points de victoire. Plus vous arrivez à vaincre de sbires, plus vous arrivez à avoir des points de victoire. En plus de ça, en bas à droite, souvent on va avoir des petits bonus, donc ça peut être des potions à récupérer. Et on voit que dans cette case-là, par exemple, il y a une petite gemme qui correspond en fait à un artefact, à une partie d'artefact, comme j'expliquais la phase d'avant. Et ici, en bas à gauche, on a des pièges. Les pièges, contrairement au sbire, un sbire, une fois qu'il est affronté, du coup, il est vaincu. Donc quand on repasse dans une pièce avec un sbire vaincu, on s'en fiche, on l'affronte pas. Par contre, les pièges, ils reviennent. Hein. Ça, un piège, ça s'en va pas. Parfois, on peut trouver ici des niveaux directement augmentés sur des héros. Et parfois, on peut passer sur des cases avec le chiffre 1, 2 ou 3 qui correspondent au boss. Lorsqu'on est passé au moins sur le 1, voire sur le 2, voire sur le 3, je vous le rappelle ici, à la fin d'une manche, on doit affronter le boss. Alors le boss, il est composé de cette manière-là. Ça fait beaucoup d'infos, j'espère que vous respirez bien derrière votre écran. On va ici regarder le nombre de dégâts qu'on fait au boss. Alors, c'est pas très compliqué, les dégâts des boss qu'on fait sont liés à la somme des niveaux des héros. Donc mettons, j'ai tous au niveau 3. 3 x 4, ça fait 12. J'atteins donc le palier ici 9, mais pas le 13. Donc si j'atteins le 9, je marque 2 points de victoire. Et ici, je prends 3 blessures. A noter que du coup, ici, la momie, elle a un némésis également. Et donc la valeur en niveau contre la momie du prêtre est de x2. Donc là, j'avais dit 3 x 4, 12. En réalité, c'est 3 x 4 plus 3, puisque mon prêtre compte pour 2 contre la momie. Donc du coup, j'aurais bien atteint le palier de 13. En fonction des paliers, je gagne des points de victoire, je prends des dégâts, et vous pouvez appliquer une variante qui est que le joueur qui a fait le plus de dégâts va pouvoir récupérer 2 points de victoire, et notamment enlever des gemmes. Alors les gemmes, vous en trouvez parfois dans le donjon, et il faut savoir que le premier arrivé, c'est le premier servi. Quand c'est 2 joueurs ou 3 joueurs qui arrivent en même temps sur la case, on se sert en même temps, mais vous pouvez collecter des gemmes, et parfois les boss, malheureusement, ils enlèvent des gemmes, donc du coup il faut se dépêcher parfois de récupérer des gemmes au risque que les boss les enlèvent. Les gemmes, à quoi ça sert? Vous avez une piste tout en dessous, juste au-dessus de la soupe de poing que vous avez en dessous, mais j'y reviens juste à la fin. Quand je collecte une gemme, je récupère ici, je colorie à chaque fois. Pour chaque gemme, je vais marquer des points de victoire. Vous avez ici le récap de tout ce qui vous fait des points de victoire ou ce qui vous en fait perdre. Le boss numéro 1 vous a fait des points de victoire, le boss numéro 2, le boss numéro 3. La force de vos héros peut vous rapporter des points également, et je vais le montrer ici, Antoine. On le voit, en fait, c'est la valeur la plus faible de votre héros. Si par exemple je suis arrivé au niveau 4 et que avec mon voleur et que le voleur c'est le plus faible, je gagne 8 points. Les artefacts, ou du moins les parties d'artefacts font tous 1 point, et certains autres artefacts font plus de points. Vous avez également les sbires qui font des points, et notamment les gemmes. Ce qui est génial dans ce jeu, c'est que vous avez du combo à gogo entre guillemets, un petit peu à la Tréfutée. Pourquoi? Ici, quand vous atteignez des paliers de 5 niveaux, pour chaque classe, vous avez des capacités spéciales. Le guerrier, plus 1 de force contre les boss. Ici, le mage peut, à chaque tour, changer un dé en blanc ou en noir, et vice versa. Ici, je ne prends pas les dégâts en compte. Je vous rappelle que quand on lance les dés et qu'on a des crânes, on se prend des dégâts. Mais le prêtre, lui, au niveau 5, il prend plus les crânes en compte. Et le voleur, effet immédiat, je récupère une gemme. Qu'est-ce qu'on va avoir? Pareil ici pour les potions. Lorsque je fais une ligne de 4 potions, je vais gagner des bonus dans la ligne. Donc vous voyez qu'il peut y avoir beaucoup de combos, notamment si j'arrive à ma 4e potion, j'augmente le niveau de mon guerrier qui est au niveau 4, donc il passe au niveau 5, du coup maintenant je vais avoir plus 1 contre les boss. Donc c'est hyper avantageux si j'arrive juste avant un combat de boss. Il y a des super séries à faire. Il y a plein de combos à faire. C'est très Candy Crush. Ouais, exactement, il y a plein de petits combos comme ça à faire. J'ai même pas parlé de petits objectifs qu'on a au début de partie qui sont pour tous les joueurs, mais le premier à réussir les conditions indiquées sur l'objectif gagne directement les points de victoire. C'est excellent, enfin vraiment on a vraiment l'impression de vivre une aventure dans un donjon.
tout en ayant ce côté très futé. On va faire des combos à droite à gauche, on va essayer de... On a envie un peu de tout faire, parfois on a envie de monter tous nos héros au niveau 6, mais malheureusement c'est pas forcément très avantageux, sachant que vous avez des héros qui sont plus forts contre certains boss, donc parfois on se dit, bon bah, mon voleur il est que au niveau 3, mais de toute façon contre l'hydre, il sera x2, donc il sera comme au niveau 6. Mais en même temps ça fait des points de victoire, pareil pour les artefacts, on a envie de tout faire, mais on peut pas tout faire. Bref, ce jeu il est excellent, à seul comme jusqu'à 8, on peut y jouer à partir de 10 ans, pour des parties d'environ... Je dirais 10 minutes par joueur, même si c'est en simultané, on va compter entre une demi-heure, 1 heure. Ça dépend des grosses réflexions, mais 1h30 c'est faisable. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur Purple Dungeon. Super. C'est maintenant Alice qui va récupérer la main. Allons-y. C'est moi, regarde. Là, il y a une super offre qui a commencé le 24 juillet. C'est coquillages, meeple et crustacés. On dit merci à Néoludis, notre distributeur, qui nous permet du coup, enfin qui vous permet surtout, d'acheter 3 jeux et le moins cher vous sera offert. Pour les reconnaître, eh bien, il y aura cette liste qui est accrochée comme vous voyez sur ce mur. Mais aussi vous pourrez reconnaître les jeux grâce à ces macarons magnifiques que Antoine nous a fait. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Ah, voilà, on retrouve le meeple, le crustacé et le coquillage. Voilà, c'est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire votre stock de jeux. Cet été, on a été très gâtés par tous les éditeurs et distributeurs qui nous ont fait pas mal d'offres. C'est vrai. Ils ont été sympas. Bon, on enchaîne avec une autre nouveauté qui est négociateur, prise d'otage. Voilà, il y a 2 énormes boîtes. On dirait que c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Celle-ci, c'est Vague de Crime, c'est une saison 2 en fait, qui comprend les scénarios 5 à 8. Voilà. Tout à fait. Et ici, édition intégrale. Comme le dit le nom, il y a tout. La saison 1, la saison 2, toutes les extensions qui ont existé sont là-dedans. Voilà. Négociateur, prise d'otage, c'est... Antoine, c'était quoi déjà? Alors moi, j'ai jamais joué, vois-tu. Une intervention. A-t-on besoin de moi? Oui, bien sûr. Négociateur prise d'otage, c'était un jeu solo en fait, avec un côté un petit peu, on va dire gestion de cartes. Vous deviez acheter des cartes avec des points de contact que vous récupérez pendant la partie. Sauf que l'idée, c'est de calmer en fait l'humeur en fait du preneur d'otages, qui lui forcément a pris des otages. Et si jamais il est trop nerveux, il risque d'en buter plusieurs. Donc pour ça, en fait, le but du jeu, c'est d'en libérer le plus possible. Et donc l'idée, c'est un peu de négocier avec lui avec des bonnes cartes. Quand vous jouez une carte, il y a différents effets en fonction des succès que vous faites au dé. Et évidemment, si vous avez 2 succès, c'est le meilleur effet possible de la carte. Et aucun succès, c'est dangereux parce que ça peut se retourner contre vous. L'idée, c'est qu'on lance des dés en fonction de son humeur. Donc plus il est joyeux, entre guillemets, plus il est compréhensif, on va dire, plus du coup vous allez pouvoir lancer de dés. Donc c'est pas mal, il faut jouer des cartes pour jouer avec son humeur, il faut essayer de gagner des points de contact pour acheter de meilleures cartes, pour au final arriver à sauver le maximum d'otages. C'est excellent. Tendu, et comme jeu solo, c'est très très bon. Voilà, une grosse boîte pour jouer en solo. Ouais, merci prof Alex. Je vous en prie. C'est bon, va-t'en. Bon, on se retrouve là-bas, là, on fait tout le tour. Voilà. Et on se retrouve derrière le comptoir, pas encore le fameux derrière le comptoir, ce sera un peu plus tard, route. Pour derrière le comptoir, on va avoir présentement déjà Magic kit de démarrage été. Voilà, le nouveau kit de démarrage pour Magic The Gathering, le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Donc il y en a un, en temps normal on en a que un simultanément. Il se trouve que l'ancien est toujours disponible en boutique, donc vous avez le choix. Il y a dans cette boîte du vert et du bleu, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est bien ça. C'est des doubles couleurs. Donc nous avons d'un côté du noir vert et d'un côté du bleu rouge, contrairement à l'autre boîte qui a d'un côté noir et d'un côté vert. Voilà, donc ce kit de démarrage pour apprendre à jouer à Magic, qui coûte vraiment pas cher, franchement ça casse les prix du marché, et forcément c'est pour apprendre à jouer, c'est un produit d'appel, c'est normal, mais il faut en profiter, avec un petit livret pour apprendre les règles, alors les bases des règles, puisque les règles de Magic sont très compliquées, on le sait, mais avec ce petit livret vous allez arriver à vous en sortir. Ok, merci. Alors... Bon, t'as pas laissé ton petit fauteuil tranquille, mais voilà, tu peux nous présenter un peu. Mais oui, bien sûr, je vous en parle. Warhammer Fantasy, le jeu de rôle, est de retour. Ça fait très très plaisir. Il est de retour avec ce supplément que vous avez sous les yeux, Nuits agitées, dure journée. Donc c'est un supplément de 5 aventures. Le livre en lui-même, il est là. Voilà, le voici.
On l'avait pas vu depuis longtemps, lui aussi, ça fait très plaisir. Et voilà, ça c'est surtout ça qu'on voulait vous montrer. La belle édition Deluxe, donc du livre de base. C'est une édition dans sa boîte cartonnée qui a une fermeture magnétique. Les pages ont une bordure dorée, vous avez le petit signet pour garder vos pages. Enfin voilà, une belle édition et elles sont numérotées, attention. Donc bien c'est une édition limitée, une vraie de vraie. Oh là 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 là. C'est vrai que la couverture est magnifique. Hop. Sinon, eh bien, c'est à peu près tout pour tout ce qui est retour en stock et nouveautés. Mais j'ai une petite annonce. Alors voilà, je fais de l'infidélité à YouTube, mais moi, vous savez, je gère surtout l'Instagram. Et donc l'Instagram de Jeux des cartes qui s'appelle Jeux des cartes Bordeaux, comme la chaîne, quelle coïncidence. Eh bien, on va faire un concours sur Instagram. Et vraiment que pour les gens d'Instagram. Donc si vous n'avez pas de compte Instagram, c'est l'heure de s'inscrire. Mais allez-y. oui, allons-y. Ce concours Instagram, il sert à quoi? Eh ben à gagner quelque chose, sinon c'est pas drôle. On va gagner ceci, on met ça à gagner, voilà. C'est un magnifique tableau, il est grand hein, quand même. Oui, il est vraiment très beau, on va vous le montrer. Attention, regardez à peu près ce que ça donne. Ah, mais il a été enlevé, c'est celui-ci. Oui, c'est celui-là, bah oui, voilà. Carte Aventura, c'est un tableau du jeu qui est sorti la semaine dernière, voilà, qui est le petit jeu de coopération narratif par Blam. Donc voilà, vous aurez un beau tableau comme ceci à pouvoir accrocher chez vous. Pour le gagner, eh bien, il va falloir s'inscrire sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, nous suivre si ce n'est pas déjà fait, donc vous abonner. Et il y aura donc un post avec une jolie photo de ce tableau, vous n'allez pas vous perdre, c'est reconnaissable. Et pour y participer, il faudra liker le post et l'enregistrer. Qu'est-ce que c'est enregistrer? C'est un nouveau truc sur Instagram, c'est le petit fanion qui est en bas à droite de l'image. Ça sert à être visible, parce que maintenant les likes ça sert plus à rien, c'est le petit fanion qui fait qu'on est visible. Donc s'il vous plaît aidez-nous. Et en commentaire, vous pouvez identifier quelqu'un et de dire où vous aimeriez voyager avec cette personne, parce que c'est ça, Carte Aventura, c'est du voyage. Donc voilà, je ferai le tirage au sort sur Instagram vendredi prochain, donc à vos inscriptions Instagram et à bientôt sur Instagram. Là, je vais vous retrouver derrière le comptoir avec mon assistant Alexandre pour la présentation du fameux Route Extension. Et nous revoilà en présence de notre cher assistant Alexandre. Oui. Tu es ravi d'être devant la caméra. Tout à fait. On va vous présenter donc l'extension de Route, le monde souterrain. Voilà, où on va pouvoir incarner de nouveaux peuples que tu vas pouvoir montrer à la caméra, Antoine. Alors, nous avons de ce côté-là, hop, la conspiration des Corvidés. Oui. Les corvidés, c'est des corbeaux. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, celui-ci, vous le connaissez déjà, les chats. Et hop là, nous avons Duché souterrain. le duché souterrain C'est avec des taupes. ces petites taupes comme ceci. Elles sont trop mignonnes avec leur pif. Ouais, très très mignonnes. Donc voici, nous avons une nouvelle carte. Elle est même recto verso. Ouais. De l'autre côté, Il y a des montagnes et vous aurez des restrictions sur le déplacement des terrains. il y a des tunnels. Ouais, il y a des petits tunnels. Alors je vais essayer de montrer quand même le matériel. Bon, pendant qu'ils cherchent, moi je vous présente cette carte principale qui est un lac. Voici. Il y a un magnifique lac et la spécificité c'est qu'il y aura un radeau. Le radeau, vous pouvez y mettre vos unités dessus et popper dans un port plus loin. Donc ça vous permet de traverser la map en un seul déplacement. Voilà, ce sont ces tuiles-là. Ah en fait, voilà, que il vous a allez trouvé placer. des tuiles. Hop. Et il y a une règle spéciale avec cette petite échelle ici qui sera présente sur le terrain aussi. Ça D'accord. permet de remonter, c'est ça? Ouais, c'est une règle spéciale sur le terrain. J'avoue que j'ai regardé ça un peu rapidement. L'autre particularité, c'est qu'évidemment, tous les personnages maintenant ont leur plaquette en mécanique. Ouais. Donc maintenant, on peut faire la canopée en méca. Avant, il n'y avait que la Canopée marquise. électronique. Ok. Maintenant, il y a les L'alliance peuples, là. automatisée. L'alliance automatisée. Hop, Le vagabot, ça c'est trop bien. la Génial. vagabot. Super jeu de mots. Hop. Et la marquise des chats qu'on retrouve, mais c'est 2.0. Mécanique Tout est 2.0. amélioré. Ok. Exactement. Voilà. Sinon ça change rien. Je rajoute juste en fait un 6e joueur. Voilà. Donc on va se pencher sur cette carte. On a choisi Allons-y. ce recto, non ce verso. On l'a testé. Voici une sorte de vision de notre partie finie. Donc moi je vais surtout vous parler de la conspiration des Corvidés parce que j'ai lu un peu tous les peuples, mais c'est celui que j'ai joué, donc c'est celui que je vous expliquerai le mieux. Alex s'occupera des taupes. Oui. Voilà, ça lui va très bien. La conspiration des Corvidés, leur jeu va se résumer à popper un peu partout.
planter des pièges comme ceci qui sont en fait des complots. Voilà. Vous en avez 4 types différents. Vous avez les bombes, les pièges, les extorsions et les raids. Oui. Tous vont avoir des effets différents. Voilà. Donc vous allez popper des petits complots et vous allez pouvoir les retourner face visible d'un coup et tout, retourner la situation. En gros, vous allez avoir du coup comme d'habitude l'aurore où vous allez pouvoir fabriquer. Les fabriques vont se faire là où vous avez précédemment posé un de vos jetons de complot. C'est ça en fait votre base à vous, à votre peuple. Vous pouvez ensuite retourner justement face visible un des complots que vous aurez précédemment posé. Mais là où seulement vous avez un gars à vous. Parce que bon, le complot il se déclenche pas tout seul. Faut qu'il y ait un ninja pour le déclencher. Et à chaque fois que vous déclenchez un complot, vous le retournez face visible et vous gagnez un point de victoire par jeton complot révélé précédemment aussi. Par exemple, là j'en avais déjà un révélé ici et un ici. Donc je gagnerai 1, 2 et 3 points de victoire avec le troisième que je viens de révéler. Et je fais l'effet associé. Ok. Voilà. La bombe, du coup, la bombe qui ressemble à... à ça, voilà. Lorsqu'il est retourné, retirez toutes les pièces adverses dans cette clairière. Et ensuite on enlève la bombe. Donc ça c'est... Ça fait très mal, j'en ai fait les frais. Voilà, j'ai C'est violent. éclaté tout le monde. Ça faisait beaucoup de points de victoire d'un coup. Les pièges, tant qu'ils sont là et qu'on les a pas retirés, on les retire comme toute autre pièce en les tâtonnant. Tant qu'ils sont là, personne ne peut rentrer, sortir, rien faire sur cette case. Ça c'est vachement cool. Et l'extorsion, c'est quand on gagne des sous, quand vous l'ouvrez, quand vous la révélez sur une case où il y a des gens qui ont fabriqué les objets pièces, les objets qu'on va donner aux vagabonds. Et chaque tour, au crépuscule, vous piocherez plus de cartes. Voilà. Et enfin, le raid, c'est quand quelqu'un vous le retire, on peut placer des guerriers dans toutes les clairières autour. Donc, maintenant que j'ai posé ces complots, comment on peut les défoncer? Eh bien, on peut soit les tataner, soit on peut faire du guessing. Le guessing, c'est-à-dire que les autres adversaires vont révéler une carte de la clairière où ils ont Par une exemple ici, c'est un suspicion. jeton là, par Bah, exemple, voilà. qui va se cacher. Hop, donc Exactement. toi, Antoine, tu te dis bon, ça pue. Je te montre une de mes cartes, c'est une carte lapin, comme Avec la un clairière. lapin, donc il y a le voilà. symbole lapin, c'est parfait. Et tu vas essayer de deviner quel complot j'ai posé là. Voilà, Imaginons. et c'est évident, c'était un piège. Voilà. Moi, je vais vérifier, ou alors si j'ai une bonne mémoire, ce qui n'est pas mon cas, je le sais, mais ce n'était pas un piège, c'était un raid. Alors je lui dis pas, hein, moi je lui dis Ah, juste ok. non, c'était pas ça, et je lui pique sa carte. Et Non. voilà. Et le jeton reste là, face cachée. Par contre, s'il avait raison, bah, il reprend sa carte et j'enlève mon jeton sans faire d'effet. Donc voilà, le corbeau, ça va être surtout des ninjas qui popent de partout pour poser des complots et beaucoup de bluff aussi. Voilà, ah, tu crois que j'ai posé une bombe, mais en fait pas du tout. C'est vrai, on le voit, ils sont partout sur le plateau. Ouais, ça c'était la troisième phase de Aurore, c'est recrutement. Vous dépensez une carte d'une couleur, bon le bleu c'est très pratique, mais par exemple rouge, et vous dépensez cette carte et vous allez popper un corbeau dans chaque clairière rouge. Voilà. C'est très fort. Ils sont agiles, ça veut dire aussi qu'ils peuvent se déplacer dans toutes les clairières. On s'en fiche de qui domine cette clairière, ils vont partout. C'est des ninjas, littéralement, c'est des ronins. Voilà. Donc ça va être principalement ça. Vous avez aussi une action dans le jour qui est hyper sympa, c'est de brouiller les pistes, ça s'appelle. C'est inverser des jetons complots qui sont face pareil. C'est-à-dire que si vous voulez, vous pouvez inverser 2 complots face visible, mais aussi 2 complots face cachée. Ça brouille les pistes et aussi des fois ça vous arrange. Vous avez posé une bombe et maintenant il n'y a plus personne à faire péter, ça sert plus à rien, vous le mettez autre part. Donc voilà, c'était les corps vidés. Après, il y a plein de petites subtilités. Ils nous ont fait suer les corps vidés. Ouais, j'étais à 2 points de gagner. Voilà, merci ta domination, Marquise des Chats Antoine. Mais j'étais pas loin. Je laisse maintenant la place au taupe et alors Au taupe. duché. Duché Les tops. souterrain. Ça se passe par ici, les tops. Ouais, les duchés souterrains, pas facile à jouer, mais très très cool. Il y a un peu de tout en fait dans cette faction. Vous allez avoir en fait dans le matériel des petites couronnes qu'au début de la partie vous placez ici. Donc un peu comme la marquise, ce sont des couronnes en fait à débloquer lorsque vous allez recruter des personnages. Donc en fait c'est ce qu'ils appellent des ministres non ralliés. Vous allez essayer de les rallier à votre cause. Donc vous avez 3 types, il y a des écuyers, puis il y a des nobles, puis après il y a des souverains je crois. C'est ça, des seigneurs. Seigneur, ok, on a un noble Et ici. il y en a par 3 de chaque exemple. en fait. Donc on va avoir des écuyers, des nobles et des seigneurs. Même chose pour les jetons que vous avez ici. Il y a des jetons de marché. On en a 3 qu'on va poser ici face cachée. Et pareil ici pour les citadelles qu'au début j'avais mis sur le plateau, mais au début vous en avez 3.
Et puis, globalement, vous allez avoir aussi un petit terrier. Et ici, c'est très important parce qu'au début de la partie, votre terrier il va être vide et le recrutement va souvent se faire dans le terrier. Donc, toutes vos figurines vont être ici. Donc, elles ne vont pas être sur la carte. Le terrier, il est adjacent à n'importe quel territoire qui possède une entrée de tunnel. Comme ceci. Ces entrées de tunnel-là vont pouvoir être construites. Voilà, il y en a comme 3 ceci. en tout. Et après, si vous en construisez plus, en fait, vous devez déplacer tout simplement un tunnel d'un lieu à un autre. Donc globalement, ce qui va se passer lors de son aurore, ici, on va placer un guerrier donc, dans le terrier, plus le nombre de guerriers visibles que vous avez sous cette icône-là, qu'on voit dans les icônes de citadelle. Donc là, par exemple, j'en aurai 3, donc j'en place 1, plus 3 autres, j'aurai donc 4 taupes ici dans mon terrier. Donc ça, c'est vraiment la phase d'aurore la plus classique. Ensuite, le jour, on a 2 actions à faire parmi plusieurs, qui sont entre autres évidemment le combat et le déplacement, le recrutement assez classique, et on a notamment la construction et creuser. La construction, en fait, ça vous permet justement, là où vous avez des citadelles, notamment des personnages, en fait, de pouvoir dépenser une carte de la couleur du village que vous contrôlez, de la clairière que vous contrôlez, pour pouvoir justement poser une citadelle ou un marché. Donc plus j'en pose, évidemment, plus le gain est intéressant. Ça, c'est pour le recrutement, ça, c'est pour piocher des cartes. Et ensuite, l'action de creuser peut être très très forte, parce qu'en fait, elle vous permet de construire un tunnel en dépensant une carte. Vous construisez un tunnel sur la carte, donc par exemple je l'ai fait là, je la construis où je veux, et du coup maintenant je vais pouvoir, en plus de construire un tunnel ici, déplacer directement jusqu'à 4 de mes guerriers de mon terrier, ici sur la carte, enfin sur la clairière qui vient d'avoir un tunnel. Donc ça c'est assez puissant. Ça fait un sacré effet de surprise, après, on se c'est plaint clair. de mes corps vidés, mais... C'est pas le même style. Ça peut être très très fort. On a 2 phases qui viennent juste après. La première, c'est une des plus intéressantes, ça va être des petites actions bonus que vous aurez grâce au recrutement de vos écuyers, de vos nobles et de vos seigneurs. Cette phase-là, elle consiste à activer chacun de vos nobles et écuyers dans l'ordre de votre choix une seule fois. Donc par exemple, on a des écuyers qui peuvent faire des déplacements supplémentaires, qui peuvent faire des combats supplémentaires, qui peuvent construire des bâtiments supplémentaires. Après, on va avoir des nobles qui sont assez proches des écuyers, qui font des capacités assez similaires mais beaucoup plus fortes, et notamment les seigneurs qui sont les plus intéressants mais qui sont les plus durs à avoir, qui font des points de victoire en fin de partie, pendant la partie du coup, mais par rapport à ce que vous avez construit, par rapport au marché, par rapport aux citadelles, par rapport au tunnel. Comment on peut recruter ces personnages-là ? Eh bien, c'est lors de la 3e phase de la phase de jour. Vous allez pouvoir payer un certain nombre de cartes en fonction de ce que vous souhaitez recruter. Donc les écuyers, c'est 2 cartes identiques d'une clairière, d'une couleur de clairière que vous contrôlez, 3 cartes pour les nobles et 4 cartes pour les seigneurs. Donc en admettant que je contrôle une clairière de lapin, et bien avec 4 cartes ici de ma main, qu'on peut voir là, je les révèle uniquement, et du coup je peux directement prendre le seigneur de mon choix parmi les 3 présents, récupérer la couronne ici, qui me fait 3 points de victoire, et je place la couronne ici. A savoir que ces personnages-là ils peuvent disparaître lorsqu'un joueur détruit une de mes citadelles. Ben, je dois virer en fait, je dois défausser directement la couronne et la carte la plus élevée en termes de grade, donc ici le seigneur, et malheureusement c'est viré de la partie. Ah, il est parti loin. Ce que la plupart des actions en fait vous permettent de révéler des cartes, et lors de la phase de crépuscule, on va défausser les cartes bleues qui ont été révélées, mais on va récupérer les autres, ce qui nous permet après d'éventuellement faire des fabrications. Et ensuite on pioche la carte comme d'habitude et on défausse jusqu'à avoir 5 cartes. Donc c'est pas facile à jouer parce qu'en fait on a un principe de graduation en fonction des différents grades. Les écuyers sont très sympas, si on arrive à les cumuler, on fait des 2-3 petites actions en plus qui sont franchement plutôt intéressantes quand on arrive à avoir les 3. Les nobles sont très intéressants aussi parce que les actions sont beaucoup plus fortes que les écuyers. Et l'avantage c'est que quand on arrive à avoir des seigneurs, on va avoir notamment des points de victoire à chaque fois en fait, parce que cette phase là elle s'active à chaque phase de jour. Donc pas facile à jouer, mais j'ai trouvé ça assez cool, surtout le côté du terrier qui est adjacent à tous les tunnels, qui peut permettre de repopper comme ça sur la carte sans que les joueurs s'y attendent réellement, parce que comme le terrier il est un petit peu en dehors du plateau, on a du mal à le prendre en compte. Ouais, voilà, c'est ça. Et il est là pourtant, effectivement, ouais. Quand on voit une grosse armée là-dessus, on fait ça va faire mal. C'est ça. Mais sinon, très très cool. Ouais. Moi j'ai retrouvé du coup le petit livret pour vous montrer à quoi ressemble la carte. Après on pourrait balancer tous les jetons et vous la retourner maintenant, mais bon ça ferait un peu bazar. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et du coup ces petits machins là, c'est des cols, enfin c'est des passages fermés. Ouais. Et en fait on peut dépenser une carte à la fin de son tour pour débloquer ce passage là.
et tu gagnes des points de victoire si tu y arrives. On va creuser des tunnels. Exactement, c'est trop parce génial. qu'en fait, du coup, les clairières sont pas adjacentes tant qu'il y a ça, mais elles peuvent le devenir, et en plus, tu gagnes un point de victoire pour le faire. Et ça, du coup, c'est le guet, enfin, c'est le col, on la met sur la clairière au milieu, et à la fin d'un tour, celui qui est majoritaire et qui contrôle cette clairière gagne un point de victoire. Ok. Voilà, et c'est vachement cool parce que celui qui le contrôle, pour l'identifier, on lui met son petit... C'est génial. voilà. Le petit souci du détail chez C'est Rose, qui fait trop toujours plaisir. mignon. Pas du tout accessoire. Voilà. C'est grave stylé, t'es en haut Oui. d'une tour. Ah, c'est trop bien. On est clairement le Voilà. roi de la montagne. Voilà, on en a fait après à peu près le tour, hein, surtout des deux grands peuples et un petit aperçu de ce qui est de l'autre côté. Donc voilà, normalement c'est en septembre la sortie. Ouais. En ce moment on essaye de pas trop donner de date, hein, parce que voilà, l'espoir, des fois ça fait mal. Mais on a très hâte que cette extension sorte avec ces deux nouveaux peuples vachement cool. C'est sûr. Donc on vous dit du coup à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.